Bonjour à toutes et à tous, excusez mon léger retard. Je sors de réunion. Déjà, je vous dis bonjour, je vous salue, vous, participantes, participants, étudiants, élèves, personnel, professionnels, intervenants de cette séance de lancement de notre nouvel ouvrage, le livre face au numérique, la disruption a-t-elle eu lieu ? Je suis très heureuse de vous accueillir à l'ENSIB. Il y a aussi sans doute des personnes qui soit nous regardent sur la chaîne YouTube, soit vont nous regarder sur la chaîne YouTube de l'école. Donc je les salue également. Donc cet ouvrage paraît dans la collection papier aux presses de l'ENSIB, sous la direction de Frédéric Giraud et de Céline Guillot. C'est le 110e ouvrage publié aux presses de l'ENSIB, un chiffre rond en fin d'année qu'on est content de célébrer avec vous. C'est un ouvrage, le livre face au numérique, qui s'inscrit pleinement dans la stratégie portée par la collection papier des presses de l'ENSIB, une collection qui est maintenant dirigée par Suzanne Kovacs, professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'ENSIB. Pour plusieurs raisons, c'est une collection qui permet de croiser les recherches universitaires, les recherches professionnelles autour des sciences de l'information et des bibliothèques, de proposer aux communautés professionnelles et académiques de nouvelles lectures de ce champ des bibliothèques, éclairées par les travaux issus de la recherche. C'est aussi une collection qui a pour objectif de veiller à les rendre accessibles à tout public, et une collection qui mobilise des spécialistes et des approches variées de la culture informationnelle, située au carrefour d'une diversité de disciplines, bien sûr les sciences de l'information et de la communication, mais aussi l'histoire, la sociologie, la philosophie, ou encore le droit et l'économie de l'information. Alors, au sein de la collection papier, cette nouvelle parution concrétise le travail éditorial considérable qui a été conduit par les deux coordinatrices de l'ouvrage, Frédéric Giraud et Céline Guillot, qui sont maîtresses de conférences à l'Université Paris-Cité. Françoise Benamou, l'éminente économiste de la culture, nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage en affirmant que ce livre ouvrirait, je la cite, des perspectives sur l'avenir du livre à l'ère numérique, à la fois riche, original et même indispensable. Alors, l'ouvrage place les deux termes, livre et numérique, en face à face et analyse les effets de l'arrivée du numérique dans le marché du livre. Il étudie les impacts du processus de transformation des marchés du livre dans tout leur déploiement, leur production, leur matérialité, leur intermédiation et leur réception. On y retrouve des contributions d'universitaires, de professionnels de renom qui résultent de nombreux échanges avec les acteurs du monde du livre et du numérique, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, autrement dit, de tous les secteurs qui ont dû s'adapter aux bouleversements majeurs que le numérique a apportés au livre. Alors, une communication de l'historien Roger Chartier, publiée dans la revue Communication et langage en 2009, s'intitulait « La mort du livre ». Le numérique, le livre numérique n'ont pourtant pas tué le livre. Et, ici même, on s'en réjouit. L'industrie du livre s'est montrée résistante, peut-être plus qu'on ne le pensait au départ. En revanche, les pratiques éditoriales, elles, ont évolué vers une forme d'hybridation. Et c'est finalement peut-être dans la réception du livre, dans sa médiation à l'ère du numérique, que la disruption, mentionnée dans le sous-titre de cet ouvrage, peut intervenir et même amener une certaine créativité. Là, c'est moi qui place un point d'interrogation. Et j'espère que la table ronde de présentation qui va démarrer contribuera à nous aider à répondre à cette question. Alors, j'adresse tous mes remerciements d'usage, mais ils sont sincères, pour leur présence à Frédéric Giraud, qui est co-coordinatrice de l'ouvrage, maîtresse de conférences en sociologie, à Valérie Laroche, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'ENSIB, à Sandrine Chenevet, j'espère que je prononce bien, professeure documentaliste, diplômée du Master 2 Publication numérique de l'ENSIB, Florence Salanouf, directrice de la valorisation, qui va modérer cet événement. Et puis je remercie toutes les équipes de l'ENSIB qui rendent l'événement possible, communication, logistique, et les équipes des éditions de l'ENSIB. Je vois certains collègues ici même, je les remercie d'avoir
obtenu la parution de cet ouvrage. Et je vous souhaite une bonne lecture quand vous lirez l'ouvrage et une excellente soirée. Merci beaucoup Nathalie pour ces éléments d'introduction qui nous placent déjà dans la question que pose cet ouvrage. Donc je vais m'adresser évidemment à la coordinatrice de l'ouvrage, Frédéric Giraud, qui est à côté de moi, pour lui poser tout simplement, comme c'est toujours l'objectif de ces présentations, de ces soirées de lancement, présenter le livre, donner envie de le lire, donner envie de le découvrir et aussi connaître les différents contributeurs et contributrices qui y participent. Donc, la question que je vais vous poser directement, et alors vous allez avoir le temps de pouvoir répondre, préciser l'origine de l'ouvrage, l'idée première, expliciter votre approche, les points saillants, et en un mot, l'apport de cet ouvrage sur la thématique abordée, qui n'est pas une simple thématique livre et numérique. Il faudra même expliciter ce qu'on entend par livre et ce qu'on entend par numérique. Donc, je vous laisse, Frédéric Giraud, répondre à cette question. Eh bien, merci beaucoup. Merci surtout aux presses de l'ENSIP d'avoir accepté le projet que nous avons soumis. Marche pas. Que nous avions proposé donc avec ma collègue Céline Guillot. Donc déjà un grand merci pour la qualité du suivi et tout ce qu'il y a autour cette soirée, donc l'avant, l'amont et les nombreux, je ne compte pas le nombre de mails que nous avons pu échanger. Donc déjà le numérique était présent dans la recette du livre et dans la genèse du livre. Voilà, je porte, donc c'est moi ici qui vais parler, donc Frédéric Giraud, mais évidemment tout ce que je vais raconter là est co-pensé avec ma collègue Céline Guillot, avec qui je partage les enseignements à l'Université Paris-Cité et à l'IUT. Et c'est les questionnements qui sont nés de notre pratique professionnelle en tant qu'enseignante-chercheuse à l'IUT Rive-de-Seine, dans le département métier du livre notamment, qui ont fait jaillir les questionnements à l'origine de cet ouvrage. Je vais y revenir. Alors pour commencer, je voudrais citer Yann Sordet dans Histoire du livre et de l'édition, qui affirme que les technologies numériques sont venues bouleverser les schémas de production et de consommation du livre et placer dans l'environnement des hommes des objets livresques, dit-il, d'un format inédit qui a induit de nouvelles pratiques. Alors c'est une formule à l'affirmative qui suppose et qui considère que le numérique introduit de fait forcément des nouveaux objets, des nouvelles pratiques, et je pourrais continuer, des nouvelles professionnalités. Avec ma collègue, et là c'est peut-être un peu mon tempérament de sociologue qui a frappé, on a voulu remettre à plat ce postulat, ce qu'on a considéré ou qu'on a pris comme un postulat, comme un a priori qu'on devait documenter de l'intérieur. Donc non pas considérer que le numérique transformait forcément les savoir-faire, forcément les métiers, exigeait des nouvelles compétences, mais peut-être le prouver, ou en tout cas se demander comment il le faisait, à quelles conditions, à quel degré, à quelle intensité. Donc vraiment se dire que le numérique ouvrait peut-être une boîte de Pandore, confronter les livres à des mutations, mais qu'il fallait prendre le parti de vraiment les questionner de l'intérieur. Donc les questions qui nous ont animés, c'était celles-ci, repartir du début et se demander si vraiment le numérique pouvait avoir des effets pour ensuite les documenter à l'aide de monographies, d'exemples détaillés, précis, qui allaient prendre le livre et le confronter au numérique. Et je vais revenir un petit peu plus tard sur le titre qu'on a volontairement choisi comme ceci. Donc les questions qui nous ont animés sont celles-ci. De quelle manière, dans quelle mesure, au pluriel, le développement du numérique a-t-il transformé les savoir-faire et les métiers, les compétences, renouvelé peut-être aussi les façons d'écrire et de concevoir, de produire, d'éditer, de diffuser bien sûr, de promouvoir les travaux des chercheurs, mais pas seulement, des romanciers, des auteurs, mais aussi de ceux qui lisent, qui s'approprient, qui empruntent. Si tous les secteurs du livre, publics ou privés, généralistes ou spécialisés, ont connu apparemment des transformations, quelles formes ont-elles prises donc concrètement ? Et ce livre, donc, ces questions-là qui sont les nôtres, elles ont aussi une résonance particulière puisque le projet a germé pour ma collègue et moi dans une période qui était celle qu'on a connue tous et toutes ici il y a quelques années, celle du Covid, celle du confinement, qui a fait rejaillir
dans ce cadre contraint des périodes de confinement, rejaillir des questionnements sur la place du numérique et sur ce que le numérique pouvait détruire, en fait. Détruire du lien social, mais aussi détruire des rapports des lecteurs au livre papier. C'est quand même la période où les librairies ont commencé à inventer, ou réinventer, je devrais dire, le click and collect. Comme si finalement le numérique faisait son temps et qu'on avait envie de retrouver du papier. Et donc c'est ces choses-là qui nous ont interpellés en se disant, finalement c'était une période où on était confinés chez soi, on n'avait pas le droit de sortir, mais où finalement les gens avaient envie d'avoir un contact avec du papier, du livre papier. Et ça ne m'avait pas frappé jusqu'alors, mais en vous entendant rappeler le nom de la collection papier dans lequel est édité cet ouvrage, je me dis que c'est un beau clin d'œil aussi, que le livre s'appelle « Le livre face au numérique » et soit édité en papier, dans la collection papier, histoire de boucler la boucle. Bon, en tout cas, vous m'avez compris, ce livre, il naît de ces questionnements sur la place du numérique, mais aussi sur le cadrage médiatique des transformations associées au numérique. Un cadrage médiatique qui accuse le numérique de bouleverser les modes de vie familiaux, les conditions de scolarité, mais aussi l'accès à la culture et aux livres, avec une surexposition aux écrans. Et finalement, si on lit sur écran, est-ce qu'on est aussi face à quelque chose qui serait négatif? Donc c'est la question aussi que posent le livre et le numérique. Des questions qui ont rejailli autour des risques d'addiction, alors donc que les librairies et les gens s'organisaient pour échanger des livres papier dans des boîtes à dons ou donc en click and collect. 3 ans après cet épisode exceptionnel, enfin on l'espère, la concurrence entre la lecture des livres et les usages des écrans fait quand même régulièrement surface. Et j'en veux pour preuve une dernière étude sur les Français et la lecture. Et Télérama y voit un signe inquiétant, je cite, que les jeunes continuent de décrocher au point qu'un jeune sur 5 ne lit plus du tout, que ce soit sur papier ou sur écran. Donc on a comme ça un surcadrage médiatique, ou en tout cas une prégnance médiatique des dangers associés au numérique lorsque ça concerne les pratiques culturelles en général, mais le livre en particulier. Question franco-française s'il en est, puisque voilà, la place du livre dans le secteur des politiques culturelles à la française ou dans le secteur des pratiques livresques à la française a une place particulière. Mais en tout cas, on a donc des données statistiques, on a une médiatisation qui font du numérique un problème. Et pas forcément une solution, pas forcément une remédiation à des difficultés pour éditer, des difficultés à accéder à certaines archives ou à certaines sources, pour redonner accès à un livre papier épuisé. Et donc ce qui nous a questionné, c'est pourquoi le numérique serait-il un problème? Pourquoi le numérique ne serait-il pas davantage posé comme une solution? Alors dans certains milieux, le numérique est évidemment posé comme une solution face à ces problèmes face à des problèmes d'édition, d'opérationnalisation de l'édition, mais aussi d'accès. L'idée que le numérique pourrait donner accès à tout le monde aux livres, quel que soit l'endroit où on est dans la planète, on peut cliquer et avoir accès aux livres. Et Isabelle Boutou, dans le chapitre qu'elle rédige dans l'ouvrage, rappelle que pour certains ouvrages de ENS Éditions, le numérique démultiplie les potentialités. Alors qu'un ouvrage papier a 349 exemplaires vendus en papier, on en est à 49 771 téléchargements. Donc on voit bien que le numérique fabrique quand même quelque chose de différent. La question étant de savoir si c'est complémentaire ou si c'est différent. Et cette question de la place ou des transformations qu'implique le numérique, elle se pose d'autant plus pour les jeunes publics dont on a peur que leur rapport au livre et leur rapport au numérique bouleversent, d'un point de vue des générations, en fait, leur rapport au livre. Si les jeunes d'aujourd'hui continuent à lire autant sur écran, eh bien, le livre papier ne se vendra plus quand ces jeunes seront plus âgés. Donc l'idée que le numérique pourrait transformer de l'intérieur, déstructurer de l'intérieur le rapport au livre papier si les jeunes générations en venaient à être tentées à ne lire plus que sur écran, en quelque sorte. Donc on est bien dans une tension, et c'est cette tension qui nous a animés avec ma collègue, cette tension entre une sacralisation culturelle du livre papier, franco-française, je le disais, et la célébration du foisonnement des littératies permises par le numérique. L'idée que ça développerait un certain nombre de choses. Et donc, en tant qu'enseignante dans un département qui forme de futurs professionnels du livre, nous avons été confrontés, avec ma collègue, à une abondance de discours,
de peur, de questions, mais aussi d'espoir un petit peu chez nos étudiants pour qui le numérique est la solution ou une des solutions possibles à un certain nombre de choses. Et partant de ce constat d'un attrait de nos étudiants pour le numérique, l'idée que ce serait tout facile, qu'il serait facile d'éditer aujourd'hui, de publier, qu'on n'aurait plus besoin de chaînes éditoriales, de structuration des données, on s'est dit qu'il fallait questionner ces accès, la visibilité permise par le numérique. Donc il s'agissait bien de mettre à plat ces questions en prenant le parti de nous demander, d'une part, si le numérique changeait quelque chose, vraiment, plutôt que de présupposer que le numérique change quelque chose, se demander vraiment s'il le fait. Et puis, s'il le fait, dans ce cas-là, se demander comment il le fait. Donc, comment le numérique transforme, ou peut-être, pour être moins forte dans l'idée, déforme les modes d'édition du livre, mais aussi des revues, transforme ou déforme les modes de diffusion et d'accès au contenu, les modèles et équilibres économiques aussi, avec notamment l'accès ouvert et l'open access. Donc ce sont ces questions, ces idées reçues que ce livre collectif veut faire travailler. Donc il n'arrive pas avec des recettes toutes prêtes, il n'arrive pas avec des réponses fermées, c'est vraiment des questions qui sont mises au travail. Et la façon dont on a essayé de coordonner l'ouvrage, c'était vraiment d'aller chercher des auteurs qui allaient mettre sur le métier telle ou telle question, telle manière d'envisager cette question-là. Vraiment, ne pas arriver avec des réponses toutes faites, mais bien questionner l'objet du numérique à travers le livre et par le livre de différentes manières, en tournant autour en quelque sorte. Donc il s'agissait bien d'apporter des éléments de réflexion, mais aussi de réflexivité pour les professionnels sur ce nouvel écosystème qui vient définir ou redéfinir la place de l'éditeur, ses prérogatives, ses missions, mais aussi la place des bibliothécaires, la place aussi des lecteurs sur les manières de s'approprier le livre, les contenus, de partager aussi à propos de ces lectures. Si on partage ces lectures sur Twitter, ce n'est pas pareil qu'en discutant autour d'un café. Donc les hypothèses à l'origine de cet ouvrage sont bien celles-ci. Le numérique, ce n'est pas que le livre. Le numérique déplace des centres de gravité, des périmètres, des rôles, qui éditent, qui publient, qui diffusent, comment on lit, comment on achète aussi. Il y a un chapitre dans l'ouvrage sur le livre d'occasion. Comment on emprunte des livres. Il y a aussi un chapitre sur, finalement, qu'est-ce qu'on emprunte avec le numérique en bibliothèque, mais aussi comment les médiathèques diffusent du contenu. Donc il y a tout un chapitre sur Twitter en bibliothèque. Comment les bibliothécaires utilisent Twitter pour valoriser ou pas les collections, les emprunts, ou donner envie d'emprunter tel ou tel ouvrage. Mais aussi les manières dont le travail se distribue donc entre les différents acteurs de la chaîne éditoriale. C'est donc bien le livre face au numérique, ainsi qu'on l'a proposé dans la première partie du titre, que nous avons voulu questionner, et non pas seulement le livre numérique. Et c'est bien pour distancier les deux qu'on a choisi ce titre, le livre face au numérique. Et on aurait même pu mettre le titre au pluriel, les livres face au numérique. Mais l'idée, c'est vraiment de questionner le livre et à travers lui, même d'étendre aux revues, à toute la chaîne éditoriale. Donc ce n'est pas le livre avec le numérique, ce n'est pas le livre numérique, mais bien le livre face au numérique. Le numérique jouant aussi un rôle comme prescripteur dans la découverte de biens culturels. Donc ce choix de titre repose sur la volonté de prendre le parti, de considérer que le numérique est finalement peut-être une boîte à outils, et non pas seulement un format, une boîte à outils qui du coup ouvre des perspectives, des potentialités. Le terme « en face » ou « face au » vise bien à suspendre la réponse, d'une certaine manière, en prenant le temps d'interroger les pratiques, les acteurs, et donc, je le disais, de tourner autour du livre en le considérant de différents points de vue. Des chapitres pour les éditeurs, des chapitres qui traitent de maisons d'édition, des chapitres qui traitent des bibliothèques, des chapitres qui traitent des médiateurs, des usagers plutôt jeunes, des usagers plutôt plus anciens, ceux qui seraient tentés d'aller emprunter des livres de sciences en bibliothèque. Y en a-t-il encore? C'est la question que se pose Aude Inaudi, par exemple. Et l'idée qui transpire aussi, c'est l'idée qu'il y a toujours un gap, un pas à franchir énorme entre le fait de proposer du numérique à l'industrie du livre ou aux usagers et le fait qu'ils se l'approprient. Et donc ne pas considérer en réalité que le numérique assècherait toutes les questions d'inégalité sociale, d'accès concret au livre, à la matérialité. S'il n'y a plus de matérialité physique de l'objet et qu'on peut tous y accéder, est-ce que le numérique remet à plat les inégalités sociales? L'idée, c'était précisément de démontrer que ce n'était pas le cas.
notamment chez les jeunes ou les lecteurs, alors jeunes avec des guillemets, hein, comme je dirais en cours, mais en tout cas que ça pose plus de questions que ça n'enferme. Donc au centre de ces questionnements, je crois que je m'étends un petit peu, la coexistence de plusieurs modes de publication, de plusieurs modes de lecture, la question de l'émergence de nouveaux acteurs ou de nouveaux publics qui seraient plus prompts à se tourner vers le numérique parce que le numérique offrirait certains usages ou certaines potentialités qui leur manqueraient dans le papier. Mais c'est bien sous l'idée de complémentarité plutôt que de substitution qu'il me semble que l'ensemble des chapitres de l'ouvrage se dirige. Et pour vous en dire un peu plus sur la façon dont on a un peu picoré en fait parmi comme on a composé les contributions et picoré en allant chercher différents auteurs, on a vraiment voulu balayer un petit peu tout l'écosystème, donc en allant vraiment côté éditeur, en allant côté bibliothèque, côté usager, vraiment en tapant un peu partout pour vraiment interroger cette place du numérique. Donc vous avez par exemple un chapitre de Marie-Laure Caillé sur les pratiques d'auto-édition. On a un peu l'impression que le numérique, c'est la porte ouverte à l'auto-édition, que tout le monde pourrait s'auto-publier avec le numérique. Pas du tout. En tout cas, Marie-Laure Caillé revient là-dessus et précise que auto-édition, ce n'est pas auto-publication, que derrière, il y a tout un travail éditorial, donc que le numérique, ce n'est pas non plus tout le monde est auteur de quelque chose. Jean-Louis Soubré réfléchit à ce que devient l'édition de connaissances quand Audinodi se demande si, avec le numérique, on continue à emprunter en bibliothèque des livres de sciences. Effectivement, si vous avez Wikipédia, est-ce que vous allez vous déplacer en bibliothèque pour emprunter une encyclopédie ou ce genre de choses? On a aussi voulu, avec ma collègue, choisir des chapitres plus monographiques, qui titillent un peu la question de façon peut-être un peu plus incarnée. Par exemple, on a commandé à Aude Chauvia, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'infocom, un chapitre sur comment les influenceurs culinaires connus sur YouTube, Instagram, TikTok pouvaient finalement publier leurs ouvrages de cuisine. Avec cette question qui nous faisait un peu rire, en disant que ça inversait finalement la chaîne éditoriale. C'est le succès numérique qui amène au livre papier, avec finalement une certification du papier en implicite, puisque c'est parce qu'on a bien réussi sur TikTok et qu'on est suivi par plein d'Instagrammeurs qu'on arrive à être courtisé par un éditeur qui vient vous chercher pour vous publier, comme si finalement le papier était la panacée. Donc on en arrive quand même à reboucler la chose comme ceci. Enfin, dernier chapitre dont je parlerai, celui d'Alban Toussaint sur le rôle du numérique dans l'achat et la vente de livres d'occasion. On a aussi cette idée que le numérique peut ouvrir plein de perspectives. Le numérique, ce n'est pas forcément la mort du livre papier, puisque le livre, par l'intermédiaire du numérique, peut aussi s'échanger ou se revendre plus facilement. Et Alban Toussaint fait un point sur cette économie du livre émergente à interroger. Alors les fameuses plateformes comme Momox ou Rakuten que vous connaissez peut-être, qui vous rachètent des livres pour 10 centimes, et elle se demande qui c'est qui vend des livres à Momox. Est-ce que des éditeurs vendent aussi des fins de collection? Enfin, voilà. Quelle est cette économie du livre papier qui passe par le numérique pour perdurer? Avec finalement un petit clin d'œil, c'est-à-dire que le numérique permet au papier de perdurer. Donc voilà, j'ai essayé de dresser un certain nombre de questions, de vous donner envie d'aller lire ce livre-là, mais vraiment ouvrir plus de portes que n'en fermer en interrogeant le numérique dans ce qu'il permet plutôt que dans ce qu'il transforme en quelque sorte. Merci beaucoup pour ces éléments de présentation. Avant de passer la parole à Valérie Laroche, j'aimerais vous poser une question parce qu'on a mentionné que vous étiez maîtresse de conférence en sociologie. Et donc votre approche est une approche de sociologue. Qu'est-ce que votre approche de sociologue peut apporter à une approche du numérique et du livre, qui est souvent une approche des sciences de l'information et de la communication? Comment êtes-vous entré dans cette problématique-là en tant que sociologue? Alors j'y suis rentrée en tant que sociologue par une sociologie des usages. Je suis très attachée en tant que sociologue aux appropriations concrètes que les gens font des livres, des musées, etc., en considérant que ce n'est pas parce qu'on achète un livre ou qu'on emprunte un livre qu'on le lit forcément. Et donc ce qui m'intéresse, c'est les usages concrets qu'en font les gens. Donc peut-être que ce qui transparaît dans ce regard de sociologue, c'est l'idée qu'il faut aller
peut-être cuisiner les gens et aller voir ce qu'ils font avec. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais m'adresser à Valérie Laroche, qui est maîtresse de conférence à l'ENSIB et qui va bientôt publier son HDR, habilitation à diriger des recherches. C'est une information aussi importante. Je voulais lui poser la question, je vais te poser la question, parmi les chapitres de l'ouvrage, quels sont, selon toi, les points qui t'ont le plus intéressé, qui ont été le plus important pour toi en tant que maîtresse de conférence? Ok, je te remercie beaucoup. C'est bon, vous m'entendez? Donc, en fait, j'ai choisi mes chapitres parce que je connaissais certains auteurs. Donc, j'ai déjà démarré ma lecture en piochant ce que je connaissais. Et donc, je vais commencer par ça. Puis ensuite, j'avais connaissance de certaines organisations. Donc, pareil, ce chapitre-là m'a plus intéressée. Donc, je vais vous en parler de 4 en particulier. Je ne renie pas les autres, mais j'ai pioché. Et j'ai pioché avec mes centres d'intérêt. Donc, le premier, je vais revenir sur un dont tu viens de parler. C'est Jean-Louis Soubray. Donc, j'étais responsable du master publication numérique jusqu'à septembre 2023. Et donc, c'est à ce titre, en fait, que j'ai rencontré... 2022, parce que septembre 2023... Ah oui, non, c'est 2023. Si, c'était les soutenances, pardon. C'est moi qui ai un an de retard. Et donc, les auteurs que je vais citer sont des auteurs avec lesquels j'ai travaillé dans ce cadre. Donc, Jean-Louis Soubray, il a écrit un chapitre pour faire une typologie des livres de connaissances. Et dans le master publication numérique, il a travaillé avec moi dans un enseignement pour en fait transformer des ouvrages en une offre numérique. Alors, je vais vous donner un exemple. On faisait des études de cas. Il y en a une qu'on a fait avec Catherine Jackson et un ouvrage qui est paru en 2012 aux presses de l'ENSIB, Tours et détours en bibliothèque. Et en fait, on a proposé aux étudiants de prendre cet ouvrage et en fait de le transformer en une offre numérique. Donc, ce qui était très intéressant, c'est que cet ouvrage, en fait, c'est des nouvelles qui sont écrites c'est des bibliothèques, en fait, qui ont été choisies et les auteurs devaient écrire une nouvelle autour de cette bibliothèque. Et donc, les étudiants, dans l'offre numérique qu'ils ont faite, ont choisi de faire une proposition par chapitre en faisant une cartographie pour présenter en fait les endroits où se situaient les bibliothèques. Et ils ont ajouté des interviews des auteurs qui ont été recherchés et avec une retranscription du texte. Donc voilà, c'était prendre un ouvrage et le transformer en autre chose. On est resté au stade d'une maquette numérique. Et le but de ce cours, c'était aussi de leur apprendre à utiliser la méthode du design thinking. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec Jean-Louis Soubray, qui, lui, avait la casquette d'éditeur, qui n'est pas du tout mon cas. Le deuxième auteur, donc je vous les donne par ordre chronologique dans l'ouvrage. Donc, il y a 3 parties dans l'ouvrage. Jean-Louis Soubray est dans la première et Antoine Fauchier, que je cite en deuxième, est dans la deuxième partie. Et lui, il a une vision plus technique, puisqu'il propose en fait il s'intéresse au catalogue de collection dans son chapitre et il montre en fait comment on peut construire une chaîne éditoriale en open access, donc avec des outils en open access, et comment en fait on peut faire travailler simultanément plusieurs acteurs de la chaîne éditoriale, donc l'auteur, l'éditeur. Et lui par contre, il est intervenu avec moi au sein du PUN et il avait une UE technique pour présenter aux étudiants justement des outils dont il fait mention dans son chapitre. Et là c'est un clin d'œil avec ma voisine, puisque ma voisine est une ancienne du master. Avec Antoine Fauchier, on avait organisé une journée d'études dans les entretiens Jacques Cartier intitulée Édition savante, économie sociale et solidaire et open access. Et les étudiants avaient été conviés à cette journée d'études et vous avez fait des comptes rendus. Et le compte rendu que tu as écrit est sur le site Capture. Enfin, là, ce n'est pas un auteur, pardon, mais c'est une organisation, donc le livrescolaire.fr, où vous êtes entretenu avec
une de ses cofondatrices, et donc dans lequel on présente des questions qui lui sont posées autour de cette organisation. Donc le livre scolaire.fr est une société lyonnaise, et plusieurs étudiants ont fait soit une alternance, soit un stage et ont été embauchés. Et s'il y a un partenariat à citer entre le PUN et une organisation, c'est le livre scolaire.fr. Donc ce que je trouve intéressant dans cette société, c'est le fait qu'ils lient à la fois, ils produisent des manuels scolaires, papier, mais ils les mettent à disposition en open access directement sur Internet. Par contre, ils ont un abonnement, une proposition d'abonnement pour en fait les rendre, pour proposer, oui merci, pour les enrichir et proposer des fonctionnalités notamment aux enseignants. Et l'autre élément que je trouve très intéressant, c'est qu'ils constituent des communautés d'auteurs et que c'est des communautés d'auteurs en fait qui rédigent les ouvrages, ce qui à mon avis fait leur succès, puisque les auteurs sont impliqués dans l'ouvrage, il y a plus de chances que les auteurs les trouvent intéressants, donc il y a une boucle et qui fait à mon avis un des points de richesse de cette société. Et enfin, le dernier chapitre dont je voudrais parler, je ne connais pas personnellement l'auteur, c'est Marc Jaja, mais j'ai trouvé son chapitre, alors j'ai pas, ce que j'en dirais, c'est que je m'intéresse aux transmédia et que dans ce chapitre, il parle d'un ouvrage qui a été mis dans lequel on a créé en fait tout un tas d'événements pour en faire une œuvre littéraire transmédia. Donc l'ouvrage s'appelle L'île enchantée, et de cet ouvrage en fait il y a un recueil de contes qui a été fait, il y a des expositions qui ont été faites dans des bibliothèques, et en fait un lecteur peut rentrer dans l'ouvrage de plusieurs manières. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que j'ai une étudiante en PUN, dans le master politique des bibliothèques et de la documentation, qui se pose ces questions-là, mais d'un point de vue communication d'une bibliothèque. Donc est-ce que la communication d'une bibliothèque peut passer par le transmédia? Donc je pense que c'est ça qui aussi a attiré mon attention. Merci beaucoup pour cette sélection. Parmi les différents chapitres et parties que vous pouvez, donc on vous a transmis l'ouvrage qui doit circuler dans les différents rangs. Donc n'hésitez pas à consulter l'ouvrage. Donc vous voyez donc le sommaire ici, évoqué par Frédéric Giraud et également par Valérie Laroche, les différentes parties que constitue l'ouvrage. Si vous voulez bien, on va faire un petit pas de côté pour s'adresser à Sandrine Chenevet, pour qu'elle puisse nous parler à la fois d'un témoignage aussi en tant que professeur documentaliste qui a fait une année de césure, mais c'est une année de congé formation à l'ENSIB, au Master PUN, que tu évoques, Valérie. Et il me semble que son approche pouvait être intéressante, notamment dans le livre Face au numérique. J'aimerais que vous me parliez de votre approche en tant que professionnel. Tout à fait. Je vous remercie en premier lieu de m'avoir invité, convié ce soir, parce que c'est très agréable de revenir à l'ENSIB. J'étais très contente d'avoir été contactée. Alors, effectivement, j'étais ici en 2020-2021 pour un Master 2 parcours publication numérique, qui a été très enrichissant pour moi, parce que vraiment, ça m'a permis de percevoir l'écriture toute d'une autre manière, vraiment l'écriture du livre de manière très très élargie, enfin, ce que tu évoquais Valérie là sur les collaborations possibles, et donc je suis très contente de revenir ce soir pour donner mon témoignage. Alors comment je suis arrivée à l'ENSIB? C'est déjà par un constat professionnel. Ça faisait plusieurs années déjà que j'étais professeur documentaliste en lycée, et depuis plusieurs années je constate vraiment un désintérêt pour le livre technique et scientifique. Donc qui ne bouge plus des rayons.
plus rien ne sort, plus rien. Enfin, on sorte encore tout ce qui est fiction. Là, ça sort bien. Les romans, les BD, les mangas, tout ça, ça sort et ça circule. Mais le livre scientifique et technique, il ne bouge plus. Donc j'étais face à ce constat. Moi, j'ai toujours été plutôt passionnée par le livre, par la lecture. Et je me suis dit, mais enfin, est-ce que c'est la fin de ce livre papier scientifique et technique c'est quoi alors l'avenir de l'édition scientifique si vous voulez, je vois même, je dis, un des intérêts des élèves, mais aussi un des intérêts de mes collègues enseignants qui se tournent vers finalement vers la recherche numérique, vers l'écrit court, parce que je pense qu'on n'a pas encore peut-être prononcé là, mais c'est la problématique de l'écrit complexe et long que propose le livre. Donc j'ai des élèves et des collègues qui se tournent vers les écrits courts, en open access, en texte intégral, sur le net. Donc moi, je suis là avec mes rayonnages qui ne bougent plus. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Donc je prends un congé formation et je viens à l'ENSIB. Et là, vraiment, j'ai été enrichie par cette année. Et à force de discussion, a émergé mon projet de mémoire, donc, qui interrogeait en fait le format numérique, ses atouts pour l'édition scientifique et technique. Voilà. Je suis partie donc là-dessus. Donc je peux peut-être vous évoquer rapidement la démarche que j'ai, la méthodologie. Ma méthodologie, ma question de départ, c'était les capacités donc, du livre numérique à promouvoir la science. C'est ça. Puisqu'en papier, ça ne sort plus, est-ce qu'on va se tourner vers le livre numérique, homothétique ou enrichi? Et donc, sur quels principes les auteurs, les professionnels du livre peuvent-ils s'appuyer pour inventer des formes originales de publication numérique, scientifique, pardon. Et pour répondre à cette question, il me tenait à cœur, je trouvais très intéressant de passer par un détour par l'histoire de l'édition et des écrits scientifiques pour pouvoir penser en fait les enjeux de l'édition scientifique aujourd'hui. Il fallait se replacer quand même dans un contexte historique. Ensuite, j'ai réalisé un travail documentaire sur des ouvrages, des productions digitales existantes. Donc, j'ai consulté l'e-manuel d'histoire qui est développé par l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. J'ai aussi beaucoup parcouru la collection Living Books About History, qui est développée par une structure suisse qui valorise les sciences historiques, qui s'appelle InfoClio. Et j'ai mené des entretiens auprès des auteurs, donc des enseignants-chercheurs, auprès des professionnels du livre, des éditrices à ENS Éditions, à Quay Éditions, et puis des étudiants. Parce que, en fait, moi, mon regard, il est vraiment porté vers l'étudiant de BTS. En lycée, on a des étudiants de BTS. Et puis aussi l'étudiant en première année. Voilà, les étudiants de licence, ceux qui rentrent en première année, en deuxième année, enfin voilà. Donc j'ai fait mes entretiens. Et qu'est-ce que l'on peut retenir du travail? Eh bien, on peut retenir que le format numérique, il offre de nombreux atouts pour le livre scientifique. Donc j'en ai dégagé quelques-uns, je vous en cite 3 ici, que vous connaissez sans doute. C'est la structure hypertextuelle qui permet de sortir en fait du livre de l'ouvrage initial pour aller plus loin. L'insertion bien sûr d'interfaces de lecture pour les dispositifs d'accessibilité pour toutes les personnes qui rencontrent des handicaps, et puis l'insertion illimitée de ressources multimédia. Donc ça, ce sont des atouts du numérique très important pour le livre enrichi, pour enrichir le livre. Et puis le livre, l'édition scientifique, elle peut s'appuyer sur la puissance communicationnelle d'Internet, bien sûr. Vous l'avez évoqué, un public large, vous l'avez évoqué avec l'ENS, et donc voilà ce livre qui va être vendu à 300 exemplaires et finalement qui est téléchargé des milliers de fois. Le foisonnement de données qui est à disposition, à la fois sur le web, et puis la multiplicité des outils de consultation
de l'écrit numérique. Donc j'ai voulu montrer dans ce mémoire que l'édition scientifique, elle a fort intérêt à développer le livre numérique. Elle a fort intérêt pour plusieurs choses. La première, mettre en scène la démarche scientifique. Remettre en avant le scientifique. Montrer cette démarche, montrer les collaborations d'acteurs, les collaborations de scientifiques autour de l'écriture. Ça, je trouve que c'est important à une époque où en fait nos pratiques numériques ont tendance, si on n'y prend pas garde, à nous enfermer dans des bulles de filtre. On va vers ce que l'on croit. Et vraiment, l'édition scientifique, il faut qu'elle puisse se prendre ces outils numériques vraiment en main, parce que parfois la science, elle ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre, alors qu'on s'enferme dans notre bulle. Et là, pour aller au-delà de ça, elle a besoin de cet outil. Ensuite, pour valoriser toutes les ressources patrimoniales que nous avons. Il y en a plein les musées, plein les bibliothèques. À la BNF, il y en a des milliers. Dans les archives. Donc voilà, on va pouvoir extraire des quantités de documents que l'on peut revaloriser par le format numérique. Et puis, donc, créer de nouveaux supports de médiation. Et là, au-delà, alors là, ça va être un peu particulier, c'est que je me dis qu'au-delà de l'écriture scientifique, qui est standardisée, notamment pour mettre en valeur la carrière de l'enseignant-chercheur, mais au-delà de cette écriture standardisée, produire autre chose. Et c'est là où le PUN m'avait apporté énormément, parce que d'un seul coup, vous voyez plein d'écritures possibles différentes, notamment avec les personnes que tu as citées. Et je me dis, dans un monde où on est surinformé, le chercheur, il faut qu'il retrouve une place, qu'il soit vu. Voilà. Et le pari, néanmoins, c'est de prendre en compte la littératie numérique des étudiants. On croit souvent que tout le monde, en tout cas, né avec l'outil numérique, sait très bien s'en servir. Or, voilà, c'est quelque chose auquel il faut prendre garde. Prendre en compte les capacités à comprendre et utiliser les technologies numériques, donc c'est ce que je viens d'évoquer, mais aussi la diversité des lecteurs. Parce que lorsque j'ai mené des entretiens auprès d'enseignants-chercheurs, ils me disaient, là, on se retrouve avec des difficultés, c'est qu'on a des étudiants de première année qui n'aiment pas lire, qui ne lisent pas. Donc il faut qu'on trouve d'autres outils, il faut qu'on trouve une autre façon de faire pour passer les connaissances. Et puis j'avais des entretiens avec des étudiants qui me disaient qu'ils étaient en grande difficulté face au livre. C'était trop complexe, trop dense, ils avaient du mal à retenir l'information. Voilà. Autre chose à dépasser également, je l'ai évoqué juste avant, la standardisation académique, aller vers des écritures innovantes. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon mémoire. Et pour finir, quelque chose auquel j'aimerais beaucoup collaborer, parce que du coup je suis retournée en établissement scolaire, j'étais là en 2020-2021, donc après quelques années de retour en établissement scolaire, où les choses se sont aggravées encore. Enfin, vraiment, là, mes rayonnages servent de décor et d'ambiance de travail, en tout cas pour les sciences et techniques. Je collaborerai volontiers, je pense, à un ouvrage scientifique numérique qui proposerait des niveaux de lecture variés. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un ouvrage qui propose à l'étudiant une entrée, par exemple, un parcours d'apprentissage, où là, en fait, l'étudiant démarre dans un cursus. Alors, on part toujours du même objet, mais grâce à l'hypertextualité, on crée un parcours d'apprentissage. On crée un parcours important, un parcours scientifique, qui valorise la démarche scientifique, qui valorise les rapports entre chercheurs, qui montre que le chercheur n'est pas quelqu'un qui est seul, mais c'est une collaboration. Et puis un parcours aussi d'expert pour un étudiant, par exemple, qui aurait déjà
des connaissances, qui arrivera en 2e année, en 3e année, et qui du coup qui aurait des bases solides et qui pourrait approfondir son travail et se positionner déjà en chercheur en devenir lui aussi. Voilà. Enfin, je dis tout ça parce qu'il me semble important, et c'est pour terminer, que le livre, le format long, il est important, il a tendance à disparaître malheureusement, en tout cas je le vois en lycée, c'est très compliqué. Pour les BTS, personne ne va vers l'écrit long, vers l'écrit dense. Or, c'est ce qui permet de développer notre esprit critique. C'est important, il est important cet écrit long. Donc il ne faudrait pas qu'il disparaisse. Comme vous l'évoquiez, voilà, si les étudiants d'aujourd'hui ne lisent pas, qui lira des livres demain, quoi, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez peut-être réagir, Frédéric Giraud, par rapport au témoignage de notre collègue professionnel sur le rapport au livre et à la lecture? Alors, est-ce qu'ils ne lisent pas du tout? Enfin, ils lisent Twitter. Enfin, il y a d'autres types de lecture que la lecture de livres. C'est une question en tant que telle. Est-ce que vous souhaitez réagir peut-être? Eh bien, oui, alors oui, merci beaucoup pour cette présentation qui fait écho en fait aussi à certains chapitres du livre. C'est vraiment très intéressant parce que le chapitre d'Odinodi traite exactement de cette question-là. C'est est-ce que le livre de science s'emprunte en bibliothèque? Alors pas en centre de documentation dans un lycée, mais en bibliothèque municipale. Et le problème, peut-être le problème, c'est qu'elle arrive au même constat que vous, c'est qu'effectivement le livre de science ne sort plus, ne s'emprunte plus, et la question se pose du coup comment procéder pour qu'il sorte ou retrouver un intérêt ou refaire du sens à ce genre de publication. Alors bon, je n'ai pas forcément les recettes effectivement, mais peut-être qu'en allant vers le transmédia, ça pourrait être avec des formules enrichies, donc pas du livre numérique qui serait homothétique, mais précisément avec des contenus enrichis qui permettraient, à partir du papier, d'avoir des contenus supplémentaires. Après, je ne veux pas être aussi pessimiste sur le fait qu'ils ne lisent plus, puisque effectivement, déjà, on a des étudiants dans la salle, dont un étudiant qui était à l'université de Paris. Donc voilà, ça fait très plaisir de le voir dans la salle ici. Donc les étudiants lisent et les étudiants restent intéressés. Alors pour le dire autrement, donc moi je suis co-responsable de la 2e année métier du livre à l'IUT Rive-de-Seine. Tous les ans, je participe aux commissions de sélection des dossiers Parcoursup pour prendre des étudiants en première année. Et pour 30 places, on a 800 demandes. Donc on a quand même des étudiants qui s'intéressent aux livres et qui lisent et qui veulent lire et qui veulent en vivre. C'est-à-dire qu'ils veulent en faire leur métier, qu'ils veulent partager autour du livre. Donc, c'est une question de focale ou de facette. Alors, effectivement, là, ce que vous pointez, c'est un constat qui met à jour des inégalités sociales, des inégalités de recrutement de type de lecteurs. Peut-être que c'est à nous, professionnels, en tant qu'enseignants, et ensuite, dans le monde de l'édition, où tous les professionnels autour de la médiation du livre, de réfléchir à comment on amène ces lecteurs qui se sont détournés du livre pour y revenir. Alors peut-être qu'on va en premier lieu y passer on met des guirlandes sur les livres de sciences au centre de documentation, mais peut-être que, je ne sais pas, en enlevant tout, en leur demandant de les ranger eux-mêmes, de procéder à un rangement, trouver des jeux, je ne sais pas, escape game à la bibliothèque. Parce que ça permet aussi de contourner le livre qui peut faire peur. Bien sûr, oui, il y a effectivement plein de possibilités. Mais bon, je peux être confrontée à des élèves qui vont faire l'escape game, qui vont trouver le livre qui correspond tout à fait au travail qu'ils doivent faire, mais pour autant, il est quand même trop long. Et on va aller plutôt rechercher de l'écrit court sur Internet. Voilà. C'est-à-dire, je voulais pas dire que les élèves ne lisaient plus, mais en tout cas, l'écrit long et complexe, non. En tout cas, de mon positionnement, effectivement. Et ce que je trouve un petit peu dangereux, parce que la démocratisation des savoirs, c'est aussi une distinction, en fait, la culture du livre. Donc, si on a tout un public qui ne lit plus d'écrits longs,
comment il construit sa pensée critique. Enfin, ça participe aussi employons les grands mots, mais à une démocratie qui va bien. Voilà. Alors, comment fait-on pour les faire participer justement à cette... vous parlez de démocratie. Comment forme-t-on c'est la question que j'aimerais aborder. Et là, je m'adresse à Valérie Laroche. Donc, tu as évoqué le master PUN, feu, PUN. Évidemment, on a senti beaucoup évidemment de ta part de regret par rapport à cette formation qui se termine, mais qui existe malgré tout dans toutes les formations et qui a été insérée un petit peu dans toutes les formations, dans les formations en humanité numérique notamment. Et comment forme-t-on au livre numérique ? Oui, donc je te remercie pour cette question, parce qu'en fait cette question je me la suis posée l'année dernière. On était en période d'accréditation et se posait la question du contenu d'un cours en édition numérique dans le master humanité numérique qui est co-accrédité avec l'ENSIB, Lyon 2, Lyon 3 et l'ENS. Donc un master en humanité numérique, il a comme objectif en fait d'accompagner le tournant numérique dans la recherche en art, en lettres, en langue et en SHS. Et donc le but, c'est de transmettre aux étudiants des compétences et des méthodes pour les aider à co-construire des savoirs et diffuser la connaissance. Donc dans ce cadre, on peut se dire qu'avoir une UE, une unité d'enseignement, en édition numérique, ça paraît logique. Donc elle existait déjà, mais en fait, le contenu a été augmenté. Et donc, dans ma tête, il me semblait évident de devoir parler du livre, du livre numérique, parce que je pense qu'il est important de travailler des versions stabilisées. Alors, toi, tu parles de textes longs et complexes, et moi, je parle aussi de versions stabilisées, pour avoir, en fait, des contenus qu'on peut partager, sur lesquels on peut discuter et ne pas être tout le temps dans des flux d'actualité où en fait les choses passent et on les oublie aussi vite qu'on les a vues. Et donc il me semble que le fait de s'intéresser au livre numérique, c'est avoir un regard sur des versions stabilisées, ce qui n'empêche pas évidemment d'y ajouter des enrichissements par les fonctionnalités numériques. Donc évidemment, ce qui me semble emblématique de ce type de documents, ce sont les éditions critiques. Et donc ces éditions critiques, elles sont elles ont une version numérisée d'un document et d'une édition, et puis ensuite des fonctionnalités qui sont ajoutées. Et comme je parle de recherche, ces fonctionnalités peuvent aller jusqu'à faire des recherches dans le texte qui sont inédites et impensables si on n'a qu'une version papier. Donc il me semble qu'en parlant du livre numérique et notamment de ces éditions critiques, on discute et on montre aux étudiants un certain nombre de choses intéressantes. Donc ça me semble incontournable. Et pour ajouter dans ce contenu de cours, évidemment j'ai parlé de technique. Donc dans le cours, j'ai aussi 2 intervenants, un qui parle du format EPUB pour avoir l'aspect technique en fait de l'édition, et un intervenant, Cédric Vigneault, qui les forme sur la chaîne Metop, puisque la chaîne Metop est une chaîne notamment dont il y a le chapitre 2 avec les éditions de l'ENS qui mentionne cette chaîne qui est importante pour faire le travail de publication. Merci beaucoup. Je crois que on va laisser la parole à la salle, aux étudiants, aux étudiantes qui sont sur place également, dont il a été question finalement. C'est le moment de répondre sur la question du livre, du numérique, le livre face au numérique. J'aimerais avoir votre perception de cette situation. Si vous souhaitez
prendre la parole. En tout cas, le temps que vous cherchiez des questions, j'en ai encore. Il a été question du titre, le livre Face au numérique. Et alors j'aimerais revenir là-dessus parce que il a été question également, y a-t-il eu disruption à cette question, que répond-on? Y a-t-il eu disruption? Elle est en cours. D'accord. En cours. C'est un processus. C'est un processus qui n'exclut pas des retours en arrière. J'aime beaucoup l'idée de processus, de carrière, c'est un continuum. Donc on a une flèche qui progresse mais qui peut reculer aussi. Et suivant les domaines thématiques, ça peut reculer. Donc elle n'a pas eu lieu, elle aura peut-être jamais lieu. Et c'est précisément ce qui fait l'intérêt de se poser la question, je pense. Enfin, la réponse en forme de... C'est une réponse de Gascon, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est précisément de se demander à quelles conditions elle peut avoir lieu, quelles sont ses conditions de possibilité, quelles sont ses conséquences possibles, et est-ce qu'on peut revenir en arrière aussi. Dans certains cas, quand vous parliez de version stabilisée, oui, on voit bien que en fait, ce dont on a besoin, c'est vraiment d'un livre papier, mais effectivement avec un CTRL-F dans Word qui nous permet de naviguer, de compter le nombre d'occurrences dans un roman, si on a envie. Voilà, pour faire une thèse sur Émile Zola, le CTRL-F dans les romans, c'est pratique pour compter les nombres d'occurrences du terme. Voilà, donc oui, le papier, mais le numérique. Et ce que vous disiez là juste à l'instant, c'est on voyait bien comment le numérique était un outil. C'est pour ça tout à l'heure je disais le numérique comme boîte à outils. Voilà, ça fait écho exactement à ça dans la façon dont je le comprenais. Alors, j'aimerais poser la question à Sandrine et aussi à Valérie. La disruption a-t-elle eu lieu? Votre réponse? Moi, je dirais que oui. Bon, alors voilà, c'est mon positionnement en établissement scolaire. Je pense qu'il y a urgence à vraiment penser la question du livre scientifique et technique. Parce que je disais que les fictions sortent beaucoup. Je peux avoir des ouvrages très épais, de 600, 800 pages, qu'un élève va dévorer, en fait. Mais par contre, la science, ça va être plus complexe. Et là, finalement, la recherche, elle se fera sur le numérique. Il va falloir du contenu enrichi. Voilà. Donc, pour moi, oui. Tout à fait d'accord avec le fait que même si quelque chose a lieu, il peut y avoir des retours en arrière. Parce qu'en fait, le livre et le numérique, et ça touche à tellement d'aspects de la technique, du support. Le support change la façon de lire, etc. Donc, en fait, il y a tellement d'aspects, des aspects sociologiques, des aspects, qu'on peut tout à fait faire des va-et-vient. Le livre numérique en soi est encore c'est encore un marché de niche. Les gens sont attachés au papier. 86%, je crois que c'était les chiffres que j'avais. Je crois qu'on en a 86% des lecteurs qui préfèrent lire sur papier. Donc on reste dans un marché de niche. Et pour être directrice de collection à ENS Éditions de la Bibliothèque idéale des sciences sociales, où on republie des ouvrages qui sont épuisés, on voit bien comment les auteurs dont on republie les ouvrages sont aussi attachés au papier. Et les gens attendent du papier. Alors, le papier a un coût, mais parfois, ça reste aussi un moyen de refaire parler ou de mieux valoriser. C'est pas une fin en soi, mais... Alors, je réponds à la question et puis après... en fait, pour répondre à la question, moi, je n'utiliserai pas le terme de disruption. Je préfère le terme de reconfiguration pour dire qu'en fait, il n'y a pas séparation, il n'y a pas... pour moi, il y a une reconfiguration avec, on prend des éléments de ce qu'il y avait avant et on fait d'autres choses. On crée de nouvelles choses avec des éléments. Donc, j'aime mieux cette idée de reconfiguration que de disruption. Ou recomposition, oui. Bonjour. Moi, c'est pour rebondir en gros sur les livres scientifiques et techniques. Après, sans un petit parallèle. Pour dire comme quoi les livres papier, d'un côté, c'est important et essentiel parce que, par exemple, cette année, j'ai dû travailler sur un programme. J'ai dû utiliser Python. Alors, il faut savoir que sur Internet, il y a quand même des ressources, des vidéos YouTube et plein de textes, en fait, tout simplement.
sauf que des fois les informations ne sont pas claires. Donc c'est vrai qu'avoir un document papier, un livre, on va dire, il était de taille moyenne. Donc c'est vrai que là c'était pas mal en fait, parce que j'arrivais justement à m'y retrouver. Et il y avait aussi des ressources numériques insérées. J'avais en gros accès à des codes, des exemples en fait, tout simplement. Ils avaient inséré ça et c'était justement en open édition. Enfin, c'était en accès libre, en plus du livre. Donc voilà, c'était en gros pour rebondir. Et aussi, je voulais vous demander, est-ce que vous avez étudié, parce que c'est pas forcément, je pense, dans le livre, mais la partie illégale en fait du livre numérique. Par exemple, il y a des sites. Après, je vais pas les citer parce que je sais pas si c'est filmé ou autre. Mais il y a des sites, par exemple, de manga qui permettent de lire tout simplement de manière entre guillemets libre, mais illégale. Donc voilà, je me demandais si vous avez pensé à ça. J'ai vu que vous abordez les webtoons. Enfin, j'ai vu ça dans le sommaire. Et bien, sur cette question précise, Olivier Vanet, qui publie un chapitre sur comment le numérique transforme les pratiques depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, qui a fait sa thèse sur les mangas, réfléchit justement sur le manga et le numérique, puisque précisément la lecture de manga peut se faire par version piratée, mais il rappelle comment, notamment dans le manga, il y a aussi le besoin des lecteurs de manga de posséder. Oui. Alors oui, il y a de la lecture pirate, de la lecture tout ce qu'on veut, mais il y a aussi la volonté d'avoir sa collection parce qu'il y a un attachement. Donc le numérique ne détruit pas ici, c'est peut-être avoir accès pour goûter et puis après se dire ok, cette collection me plaît, je vais l'acheter. Ça c'est la version d'accord. Filmée. Ok. Et ben, je pense que c'est tout. Oui, bonsoir, merci infiniment pour ces éclairages passionnants sur l'ouvrage. Ce qui m'avait frappé en lisant, c'est au-delà et à côté des écosystèmes qui sont en reconfiguration, c'est cette idée de la valeur du livre et des mécanismes de valorisation du livre qui sont en train de changer. Il y a beaucoup d'exemples qui traversent ces chapitres que je trouve particulièrement intéressants, comment le livre est revalorisé, relégitimé à travers des activités, des situations. J'aurais une question à poser sur le regard d'une sociologue des usages. Est-ce qu'il y a des perspectives nouvelles sur la manière d'étudier l'appropriation, lecture du livre numérique? Alors il y a des éléments dans l'ouvrage, mais peut-être pas énormément sur les pratiques de réception, lecture, appropriation, navigation, le parcours. Et on peut s'étonner peut-être que depuis le temps, il n'y a peut-être pas eu tant que ça de travaux qui montrent ce qu'on fait quand on navigue. Et voilà. Est-ce que vous voyez des perspectives d'ouverture? Est-ce que cet ouvrage vous a apporté aussi peut-être des idées pour aller plus loin dans la lecture face au numérique? Alors, c'est effectivement la question des appropriations numériques du livre, une question qui est difficile à enquêter. C'est-à-dire qu'autant on peut faire des séances de lecture en famille et voir comment les parents lisent des ouvrages à leurs enfants, ce que peut faire Stéphane Bonnery par exemple, où il distribue des livres et il regarde comment les parents lisent et il filme ça. Voilà, on peut faire des enquêtes sur le livre, etc. Mais là, sur le numérique... sauf à rester à côté de la personne pour savoir comment elle lit sur sa liseuse, c'est compliqué. Alors effectivement, après, ce qu'il faut récolter, c'est les traces laissées sur les outils pour avoir accès aux lectures numériques et récupérer les traces, les éléments de connexion, peut-être aussi les commentaires mis sur les forums, les moyens et les chemins d'accès aux livres qui peuvent être des traces de l'accès au numérique. Alors pas forcément de l'appropriation stricto sensu, mais effectivement c'est très compliqué si on veut avoir une trace qualitative, c'est difficile d'aller au-delà du nombre de clics ou du temps passé sur la page. Je sais que les éditeurs peuvent avoir accès à ça, on sait qui a cliqué sur tel article dans Kern, dans une revue, et puis on sait s'il a été téléchargé, on sait le temps passé à scroller sur la page.
ce qui permet aussi d'avoir des outils, mais on peut très bien scroller sur la page et puis écouter France Culture à côté ou répondre à son enfant qui a une dictée à corriger. Donc ça ne veut pas dire qu'on est en train de lire non plus. Voilà, donc c'est une vraie question. Par contre, moi, ce que ça m'a permis d'apercevoir, c'est comment, par exemple, et notamment ça apparaît bien dans le chapitre d'Alban Toussaint, le fait que l'opération d'achat-revente du livre sur Internet amène aussi à repenser la valeur symbolique du livre, puisqu'elle pose la question qui est très juste de savoir, mais à quel prix va-t-on revendre l'ouvrage? Alors, bon, quand on le revend à une plateforme comme Momox, c'est facile, Momox vous l'achète 10 centimes, on ne se pose pas la question du livre. Mais quand quelqu'un met son livre à vendre sur Le Bon Coin ou sur des plateformes dont vous connaissez bien le nom, à quel prix il le met? Et du coup, ça repose la question du prix du livre. Alors, on met à plat l'idée qu'il y a un prix unique du livre, du coup, même si le livre d'occasion est vendu à 60% moins cher que le prix de vente en librairie, ça repose aussi cette question de la valeur symbolique qu'on attribue au livre. Et voilà, pour travailler moi sur les pratiques Montessori en famille, je vois bien et je passe beaucoup par l'étude de ce que font les gens de leur matériel Montessori, suivant la valeur affective et pédagogique qu'ils donnent à tel ou tel ouvrage ou à tel ou tel auteur, quand ils le revendent, eh ben, ce n'est pas le même prix. Quand ils n'y trouvent pas d'intérêt et quand pour eux ça ne sert à rien, bon, on va le brader à 1 euro. Par contre, quand on sait un ouvrage qu'on a eu des difficultés à se procurer en papier, ou même quand c'est une version pirate d'un manuel Montessori qui est très compliqué à trouver, qu'on revend en copie numérique à 15 € sur une plateforme dont je tairai le nom, on voit aussi, le prix qu'on donne accès à l'appropriation implicite qu'en ont fait les gens. Voilà, donc c'est des manières détournées en fait d'avoir accès. Mais ces questions-là, je ne les avais pas forcément aperçues avant de dialoguer avec les auteurs dans l'ouvrage. Donc il faut tourner autour et effectivement après il faut trouver des méthodes d'enquête qu'il faut inventer. Mais après voilà, on peut aussi aspirer du contenu sur Twitter, on peut aspirer du contenu sur les comptes Amazon des individus pour voir quel livre ils ont regardé, combien de temps ils ont passé sur la fiche, est-ce qu'ils sont plutôt allés vers le livre d'occasion ou pas. Voilà, des choses comme ça à penser. Mais... Merci. Et c'est aussi compliqué que de faire une ethnographie de la lecture papier. C'est pas que le fait que ce soit numérique. Du coup, moi, ma question, ce serait, quand on parle du livre face au numérique, on a souvent cette confrontation du livre, la bonne lecture face, entre guillemets, à cette mauvaise lecture du numérique. Et peut-être que c'est répandu dans le livre que j'ai pas du coup encore eu la chance de lire, et particulièrement dans la partie 2, les métaphores du livre. Mais est-ce que, en fait, ce serait pas comme quand la BD est apparue ou quand la littérature jeunesse est apparue, c'est juste une nouvelle façon de lire. Et là où maintenant on a le regard sur ces pratiques, vu que ça fait pas encore si longtemps que le livre numérique existe, on est encore dans cette période de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est donc que cette littérature différente ?» Alors merci pour cette question. Et effectivement, on n'a pas forcément encore le recul nécessaire, puisque les, entre guillemets, digital natives ou les bébés écrans dont parle Olivier Vanet, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont se tourner vers le livre? Les bébés écrans dont il parle, c'est des bébés qui ont été bercés au livre numérique sur le iPhone de leurs parents ou ce genre de choses, où on ne leur lirait pas forcément un livre papier. Est-ce que ces enfants qui auront eu du tout numérique ou qui auront plus de numérique que les autres vont à un moment donné eux-mêmes acheter des livres pour leurs enfants? Est-ce qu'on a envie d'avoir un Claude Ponty dans les mains ou pas? Si je prends un auteur parmi d'autres, pas pour des raisons très précises en l'occurrence. Effectivement, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour savoir, mais on pourrait effectivement faire cette hypothèse-là, que pour l'instant, on a des codes issus de l'ancien temps qui sont qu'on va décerner des prix de bons lecteurs ou de mauvais lecteurs, et peut-être qu'en fait le numérique est en train d'accompagner des bonnes lectures, mais on a chevillé au corps en fait, ou chevillé c'est le réflexe cognitif, c'est vraiment de penser que le numérique, ça serait mal parce que effectivement, ça transforme, ça recompose, ça déforme les manières de lire qu'on avait l'habitude d'enseigner ou de proposer à nos étudiants, la lecture en solitaire d'un livre avec sa petite loupiote, en silence et sans écouter de la musique à côté. C'est exactement comme dans les années 60-80, au temps de la radio, les jeunes ont commencé à lire en écoutant de la musique. Et là, on se dit, c'est pas bien, ils lisent mal, ils lisent en écoutant de la musique.
effectivement, c'est la question qu'il faudrait se poser, mais il faut faire des mémoires dessus, il faut interroger ça. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas de nouvelles questions, je vous propose d'applaudir les 3 intervenantes. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces éléments stimulants et qui, j'espère, vous donneront envie de lire et de découvrir le livre Face au numérique. Et donc, je remercie notre directrice Nathalie Marceau-Ramel. Je remercie également la directrice de la collection papier, qui est Suzanne Kovacs, depuis le printemps 2023. Donc, merci également pour son soutien. Je note que nous publions un livre sur le numérique dans la collection papier, que nous n'avons pas du tout fait cette remarque très intéressante. Je remercie également Camille Serrange de la direction de la valorisation, et je remercie le pôle édition également pour sa présence et l'ensemble des équipes de l'ENSIB. Donc très bonne soirée, merci à vous.